Alors, je ne vais pas vous lire un papier. En fait, j'ai un papier qui est en anglais, si ça vous intéresse, qui s'appelle d'ailleurs Aristotle on Music for Leisure. Donc, ce n'est pas exactement le même titre. Je vais simplement ici essayer de passer en revue avec vous quelques textes importants d'Aristote et de Platon aussi, d'ailleurs, pour essayer de vous montrer ce qu'Aristote pensait de la musique et en particulier ce qu'il pensait de la valeur de la musique. Je voudrais essayer de montrer qu'en réalité, pour être un homme heureux pour Aristote, et le bonheur pour Aristote, évidemment, c'est la fin ultime de toute éthique et de toute politique, il faut pouvoir apprécier la musique, il faut pouvoir apprécier les arts, mais en particulier la musique. Autrement dit, pour Aristote, la musique et les arts, mais surtout la musique, a une valeur éminente dans la vie humaine. Okay, vous savez, Platon disait qu'une vie sans examen, ou plutôt sans examen de soi, sans réflexion, ne vaut pas la peine d'être vécue. Je pense qu'Aristote aurait pu dire une vie sans jouissance artistique et sans musique ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Bon, ça va évidemment totalement à l'encontre de ce qu'on pense en général sur la manière dont les Grecs et les Romains aussi ont perçu les arts, puisque comme vous le savez, aucun philosophe n'a écrit, sauf justement Aristote qui a écrit une poétique, mais même dans ce cas-là, on pourrait encore dire que aucun philosophe, pas même Aristote, n'a écrit un traité d'esthétique sur les arts. N'oubliez jamais que le mot art, pour nous, en tout cas aujourd'hui, ça signifie de manière assez évidente les arts plastiques, la peinture, la musique, etc. Le mot art, évidemment, en grec, ou ars en latin, ça signifie n'importe quel type de technique. Vous savez aussi que le mot artiste, qui est pour nous presque opposé au mot artisan, bon, pas toujours, aujourd'hui on essaye de les réunir, mais enfin il est quasiment opposé au mot artisan. Dans l'Antiquité, évidemment, en grec, c'est le mot technites, qui signifie soit artiste, soit artisan. On le verra d'ailleurs dans le premier texte que je vais citer, où visiblement Aristote ne semble pas faire clairement la différence entre ce qu'est une œuvre d'art et ce qu'est une œuvre de type technique. Et pourtant, je vais essayer de montrer que malgré ce genre de barrière, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les modernes pensent souvent que les anciens n'ont pas de conception esthétique de l'art, mais je vais essayer de vous montrer qu'en réalité, Aristote, en tout cas, en a bien une, et qu'il défend donc la valeur de la musique au nom d'une certaine esthétique de la musique ou une certaine esthétique de manière plus générale. Ok, mais alors rentrons tout de suite dans un texte qui est absolument étonnant, c'est peut-être le texte le plus étonnant en fait de l'Antiquité grecque, ou même romaine. Je ne connais aucun texte latin qui dise quelque chose de manière aussi claire que ce texte-ci. Disons-le rapidement, il est un peu long, je suis désolé, mais il n'est pas très connu, il est très, très rarement cité par les interprètes d'Aristote, qui ne voient pas vraiment l'intérêt de ce texte, parce que justement, il est dans un texte d'éthique, et il semble parler d'éthique, puisqu'il est question de tempérance, ou de contrôle de soi, qui est une vertu importante, évidemment, pour Aristote, mais en réalité, ce dont il parle est tout à fait différent. Ce n'est pas vis-à-vis de tous les plaisirs que l'homme tempérant est tempérant, mais vis-à-vis des objets du goût et du toucher. Car il n'y a pas de modération à l'égard du plaisir que la vue prend aux belles choses, sans appétit sexuel, ni de la peine produite par les choses laides, ni à l'égard du plaisir ou de la peine que procure à l'ouïe les sons harmonieux ou discordants, ni à l'égard du plaisir et de la peine de l'odorat devant des bonnes ou des mauvaises odeurs. Par exemple, si quelqu'un voit une belle statue ou un beau cheval ou un bel homme, ou écoute un chanteur, et ne peut ni manger, ni boire, ni faire l'amour, mais veut regarder les belles choses, écouter les chanteurs ou écouter la belle musique que chantent donc ces chanteurs, on ne pensera pas qu'il est intempérant ou immodéré, pas plus que ne l'étaient ceux qui furent charmés par les sirènes. Évidemment, Aristote se réfère au fameux passage des sirènes dans l'Odyssée. Face au plaisir qu'apportent les autres objets sensibles, les animaux sont visiblement insensibles. Par exemple, vis-à-vis de l'harmonieux et du beau. La vue de beaux objets ou l'audition de sons harmonieux ne les affecte pas d'une manière digne de mention. Et c'est la même chose pour les bonnes ou les mauvaises odeurs, quoique leur sens soit plus aigu que les nôtres. Ils se réjouissent bien de certaines odeurs, donc les animaux se réjouissent bien de certaines odeurs, mais accidentellement et non en soi. Par non en soi, j'entends les odeurs dont nous jouissons non pas en les espérant ou en nous les remémorant, par exemple les plaisirs causés par les odeurs du manger et du boire, car c'est grâce à un autre plaisir que nous nous en réjouissons, celui du manger et du boire précisément. Les odeurs qui réjouissent en soi sont par exemple celles des fleurs. C'est pourquoi Stratonicus, qui était en fait un musicien, enfin si c'est le même que le Stratonicus que nous connaissons par ailleurs,
et qui était apparemment quelqu'un qui aimait bien, hein, qui était witty, comme on dit en anglais, qui avait de l'esprit, hein, et qui était apparemment assez ironique à certains moments. C'est pourquoi Stratonicus, qui était un contemporain d'Aristote, disait élégamment que certaines odeurs sentent beau et d'autres agréables. Bon, que veut dire ce texte? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il dit 2-3 choses extrêmement importantes à mon avis. C'est que d'une part, seuls les hommes peuvent jouir de certaines de leurs facultés pour elles-mêmes, c'est-à-dire prendre un plaisir à un certain objet selon une certaine faculté, la vue ou l'odeur, et l'objet est pris pour lui-même, c'est-à-dire la faculté s'exerce en tant que telle, l'audition en vue d'un son, hein, le goût vis-à-vis de quelque chose de goûteux, etc., sans que hein, on pense à autre chose en prenant plaisir à exercer telle ou telle faculté de perception. Okay? Ça, c'est la première chose. Autrement dit, aussi, et c'est corrélativement, c'est l'objet lui-même qui est pris dans la perception. C'est-à-dire que quand vous regardez un objet, vous pouvez regarder l'objet pour lui-même, précisément, et exercer votre faculté de perception en tant que telle, hein, sans que vienne barrer cette perception, hein, ou troubler cette perception un autre désir ou une autre pensée ou une autre perception éventuellement. Okay? Autrement dit, vous pouvez effectivement écouter un son pour lui-même et pas pour ce que le son peut vous rappeler, par exemple. Okay? Exactement dans le cas de l'odeur, hein, vous pouvez effectivement renifler une fleur pour elle-même, pour l'odeur elle-même, jouir de l'odeur elle-même, et non pas, hein, si vous reniflez un steak cuit d'une certaine manière, hein, pour le plaisir gustatif que ça vous donne par avance. D'accord ? Et enfin, contrairement aux animaux aussi, bien sûr, ce qui se passe lorsque vous exercez votre faculté perceptive, qu'il s'agisse de la vue, du goût, de l'ouïe, etc., pour elle-même, hein, il faut aussi, pour que cette faculté s'exerce parfaitement, que l'objet lui-même soit parfait, ou ce qu'Aristote appelle le beau. Parce que je pense que quand il utilise le mot beau ici, enfin bon, je lis le texte en français, en grec c'est kalos, mais kalos peut signifier beau, bon en même temps. Et disons que, bon, bien sûr, dans certains exemples, comme l'exemple de la statue, il s'agit bien de beau, comme nous dirions beau en français, mais on parlerait difficilement effectivement d'un beau goût, alors qu'en grec, c'est tout à fait possible de parler, peut-être pas d'un beau goût, mais en tout cas beau dans un sens beaucoup plus général. Mais ce qu'Aristote veut dire, c'est que l'objet lui-même doit être parfait, correspondre parfaitement à la perception qu'on peut en avoir. OK ? Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a d'esthétique cette affaire? La fleur qui est prise ici comme exemple, ça n'a rien d'esthétique. Bon, une rose peut-être pour nous est un objet quasi esthétique puisque c'est nous-mêmes qui pouvons la fabriquer, etc. Mais ici Aristote dit simplement une fleur. Il est question aussi d'autres exemples qui ne sont pas nécessairement ce que nous appellerions ou ce que nous appelons des œuvres d'art. Alors c'est vrai, Aristote ne fait pas en effet cette distinction, mais par contre ce qu'il donne à penser ici, c'est ce que nous appelons une attitude esthétique face à tel ou tel objet. Okay? Et donc, ce que je trouve précisément intéressant, c'est que c'est n'importe quel objet du monde, une rose ou un cheval, un homme, enfin un être humain, n'importe quel objet du monde peut être pris, peut être vu, ou une fleur peut être sentie de manière esthétique, selon une certaine attitude esthétique. En plus, je crois que ça, c'est non seulement très moderne, mais très contemporain, puisqu'aujourd'hui, en effet, les œuvres d'art, ça peut être une bouteille de Coca-Cola qui est posée d'une certaine manière, et on décide que c'est une œuvre d'art. Ben, je pense qu'effectivement, le texte d'Aristote permet de faire comprendre au public qui se marre, qui dit, bon, enfin, c'est une belle bouteille de Coca, de dire, mais non, si vous regardez cette bouteille de Coca-Cola avec une certaine attitude, ça peut devenir une œuvre d'art. C'est exactement ce qu'Aristote dirait. Enfin, je ne sais pas s'il dirait vraiment ça face à la bouteille de Coca-Cola, mais en exagérant un petit peu, je pense que ce texte permet de comprendre comment approcher des choses qui ne sont pas en elles-mêmes, si je puis dire, des œuvres d'art, mais en tant que des œuvres d'art. Okay? D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez bien que les esthéticiens en philosophie, aujourd'hui, ne parlent plus ou essayent d'éviter de parler des œuvres d'art, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Ben, l'œuvre d'art dépend d'abord et avant tout du regard que vous portez sur l'œuvre en question, okay? Que cette œuvre soit d'ailleurs fabriquée de main d'homme ou une œuvre éventuellement naturelle, okay? Enfin, ou une chose précisément naturelle. Okay, donc, je pense que ce texte donne quand même quelque chose comme un aperçu de ce que peut être, de ce que doit être une attitude esthétique. Ok, deuxième point. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je vous disais il y a 2 minutes au sujet de la question du bonheur, que la musique ou les arts feraient partie de ces activités
sans lesquels il ne peut pas y avoir un bonheur véritable ou un bonheur parfait pour l'être humain. Alors ici, il faut simplement faire je fais une petite parenthèse, mais qui est essentielle en fait dans mon propos sur la question de la politique, c'est que pour Aristote, et on le voit déjà dans ce premier texte, au fond, ce qui est important, c'est une activité qui est valorisée, qui est faite pour elle-même. Aristote, dans de très nombreux textes, oppose constamment ce qui est un moyen et ce qui est une fin. Une activité qui est faite pour elle-même, quand vous respirez cette rose pour la rose elle-même ou pour le plaisir d'exercer votre faculté de l'odorat, c'est une activité qui est faite pour elle-même et pas justement en vue d'autre chose. Contrairement à l'animal qui, quand lui renifle quelque chose, se réjouit éventuellement, dirait Aristote, de cette odeur, c'est simplement parce que cette odeur est le moyen en vue d'autre chose, en vue de la reconnaissance d'une proie. Aristote insiste extrêmement fortement là-dessus, notamment, je pense, contre Platon, au niveau éthique. C'est-à-dire que pour Platon, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié un mot, c'est l'idée de loisir. Les activités qui sont faites pour elles-mêmes, Aristote appelle l'ensemble de ces activités les activités qui sont faites dans le loisir. Bon, alors le loisir, c'est un mauvais mot en français, mais franchement, je ne vois pas vraiment d'autres mots. Ça équivaut au mot grec skolé, qui est donné évidemment école, mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose pour nous. Et la skolé, c'est effectivement l'état ou le style de vie de quelqu'un qui jouit de son temps libre, et en effet, ces hommes-là sont appelés des hommes libres, ils ne doivent jamais travailler, bon, ils ne sont pas esclaves, bien sûr, mais ils ne doivent jamais travailler, ou s'ils doivent travailler, en tout cas, ce ne sont pas ces activités-là qui comptent comme étant leurs activités de scolé, c'est-à-dire ce qui doit normalement faire leur bonheur parfait. Pourquoi ? Parce que l'activité de travail est une activité qui est toujours un moyen en vue d'une certaine fin. Bon, alors peut-être pas pour nous ici, parce que quand vous travaillez, enfin moi ici je s'occupe à travailler là, bon je ne fais pas ça en vue de quelque chose, j'imagine. Je fais sans doute ça pour l'activité d'exercer, je ne sais pas moi, de continuer à faire ma recherche, etc. Bon. Mais en règle générale, tout de même, les activités de travail sont toujours de simples moyens en vue d'autres fins. Et Aristote va beaucoup plus loin. Il va dire aussi que les vertus, l'exercice des vertus, du courage, de la générosité, tout ce que vous voulez, au fond, ce sont des moyens toujours en vue d'une certaine fin. Alors on pourrait dire en vue du bonheur, qui est la fin de toutes ces activités vertueuses, mais Aristote va plus loin que cela. Il dit non, en vue précisément d'assurer aux hommes libres un certain loisir. Alors, contrairement à ce que nous pourrions penser, pour Aristote, par exemple, le courage, qui est la vertu paradigmatique pour lui, comme pour Platon d'ailleurs, ce n'est pas une vertu dont la valeur réside dans la vertu elle-même ou dans les actes courageux eux-mêmes, même s'ils sont admirables. Ça réside dans quoi ? Dans le fait que ce sont des moyens pour assurer quoi ? Pour assurer la paix. Et au fond, pour Aristote, toutes les vertus sont du même genre, notamment la modération ou ce qu'on a appelé ici la tempérance. Pour Aristote, bien sûr, c'est admirable d'être tempérant, de pouvoir résister à certains plaisirs supposés mauvais, etc. Mais pour Aristote, ce n'est pas ça la véritable valeur de ces actes-là. La véritable valeur, c'est que, effectivement, si vous vivez une vie de débauche absolue, en fait, ce n'est pas du tout condamnable pour des raisons morales pour Aristote. C'est condamnable parce que ça vous empêche de réfléchir, de penser. Autrement dit, encore une fois, c'est une vertu qui a toujours une certaine finalité et qui sont la vie de loisir, ce qu'il appelle la vie de loisir, où effectivement l'activité de pensée est évidemment l'activité suprême. Mais comme on va le voir, une autre activité qui est proche de l'activité de pensée, de la philosophie, c'est précisément l'activité artistique, le fait de pouvoir contempler des choses pour leur beauté même, ou d'entendre de la musique pour la beauté de la musique elle-même. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps afin de laisser quelques questions par la suite, donc je ne vais peut-être pas lire tous les textes, mais c'est important de voir que, en fait, l'idée de loisir, donc de scolé, existe évidemment avant Aristote, notamment chez Platon. Vous avez ça dans mon texte 2a. Mais ce qui est assez étonnant de voir, c'est que précisément dans ce texte, Platon visiblement comprend la vie de loisir comme étant la vie effectivement de l'homme libre, mais qui est une vie de vertu. Platon ne dit jamais explicitement, en tout cas dans certains textes ça semble être le cas, mais il ne le dit jamais explicitement, que la vie qui vaut véritablement la peine d'être vécue, c'est seulement la vie de réflexion. Ok, Platon dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vie qui vaut, une vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue, mais cette réflexion pour Platon est toujours d'une certaine manière un certain moyen afin d'exercer les vertus morales.
Notamment, si vous pensez à ce fameux passage dans la République de la sortie de la caverne, il faut que le prisonnier sorte de la caverne afin de voir la forme du bien, mais une fois qu'il a vu la forme du bien, il doit rentrer précisément dans la caverne. Qu'est-ce que ça signifie cette affaire? Enfin, en deux mots, de manière très caricaturelle, c'est que précisément le fait d'exercer la philosophie, de voir la forme du bien, c'est exercer la philosophie, si vous voulez, nous permet de rentrer dans la caverne et d'exercer nos vertus morales au mieux. Autrement dit, Platon considère au fond l'exercice philosophique comme une sorte de moyen en vue d'exercer au mieux nos vertus morales. Alors que pour Aristote, et je pense que dans tout le texte qu'on a sur la question de la musique, donc Aristote parle de la musique dans le dernier livre de sa Politique, au livre donc 8 de la Politique. Je pense qu'il en veut constamment à Platon. Il revient de manière implicite sur Platon en le critiquant, notamment à cause de cela. Pour lui, une vie de loisir, c'est autre chose simplement que la vie vertueuse. La vie de vertu, donc les vertus morales, doivent toujours être faites en vue précisément de l'exercice de la réflexion et de l'exercice artistique aussi, de la jouissance esthétique. Lisons alors le passage 2b, ou en tout cas certains passages. Parce qu'Aristote se pose la question alors de savoir, je dis que la vie de loisir est la meilleure des vies pour mes citoyens, puisque dans le livre 8, il est question en fait de la question de la musique, mais à l'intérieur de la question de l'éducation des futurs citoyens, et tout cela, ce traité de l'éducation des futurs citoyens, prend place dans ce qu'on pourrait appeler le traité de la meilleure cité. Donc ce sont les livres 7 et 8 de la Politique où Aristote nous donne les conditions de possibilité de la cité la meilleure, la plus parfaite. C'est l'utopie aristotélicienne. Donc il est question d'éducation. Aristote écrit ceci: il y a en gros 4 disciplines qu'on a coutume d'enseigner: grammaire, gymnastique, musique, et certains y ajoutent une 4e, l'art du dessin. La grammaire et l'art du dessin sont considérés comme utiles et d'emploi multiples, tandis que la gymnastique entraîne au courage. En réalité, ce qu'Aristote dit, c'est que la gymnastique aussi est utile parce qu'elle entraîne au courage. Mais pour la musique, il pourrait y avoir difficulté. Si aujourd'hui la plupart des gens s'y adonnent en vue du seul plaisir, à l'origine, on lui fit une place dans l'éducation parce que notre nature elle-même, comme on l'a souvent dit, ne cherche pas seulement à exercer correctement ses activités, mais aussi à pouvoir mener noblement une vie de loisir. Ce qui est le fondement de toute chose, répétons-le encore une fois, et d'ajouter un peu plus loin, une vie de loisir semble bien par elle-même comporter plaisir, bonheur, vie parfaitement heureuse. Autrement dit, ce qu'Aristote dit ici, c'est que, évidemment, il y a les vertus morales, il y a aussi des activités politiques, mais pour Aristote, les deux vont de pair, les deux doivent aller de pair, en tout cas. Mais ça, c'est ce qu'il appelle, à un moment un peu plus loin dans le texte, peut-être que je ne l'ai pas mis en grec, c'est ce qu'il appelle, oui c'est ça, ici ça se trouve dans le grec ici, askolein, c'est-à-dire exercer une vie active, si vous voulez, une vie de non-loisir, où en effet on exerce des activités politiques, on exerce ses vertus morales en vue d'une certaine fin. L'homme politique, en vue d'assurer les conditions de possibilité de la vie de loisir précisément. Mais la vie de loisir tel qu'Aristote le conçoit, d'accord, pas une vie où effectivement on va danser tous les jours juste pour se reposer à des examens qu'on vous a donnés. Alors évidemment, il faut bien sûr que les jeunes soient éduqués à cette vie d'exercice, d'askolein. Bien sûr, il faut faire en sorte que les jeunes citoyens deviennent vertueux, qu'ils sachent comment s'y prendre pour les activités politiques, parce que dans la cité parfaite d'Aristote, chacun est censé prendre part aux activités de la cité, aux activités politiques. Mais ça, ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est bien d'apprendre quelles sont les activités, comment exercer les activités qui vont, en quoi cette vie de loisir va effectivement consister. Alors, un peu plus bas, il écrit ceci, je continue, il est évident qu'il faut, en vue de la vie de loisir, passer dans de nobles divertissements, apprendre des choses et recevoir une éducation et des matières que cette instruction doivent être des fins en elles-mêmes. C'est pourquoi les anciens, et alors vous allez voir, c'est assez étonnant de voir que Aristote revient aux anciens, et notamment à Homère qu'il va citer, pour essayer de nous convaincre, de convaincre son lecteur qu'en fait sa vision des choses est bien meilleure que celle de Platon. C'est pourquoi les anciens, donc il fait une sorte, si vous voulez, d'arguments à partir d'arguments autoritatis. Les anciens classèrent la musique
dans l'éducation, non pas comme une chose indispensable, ni comme quelque chose d'utile, et ici, ça va tout à fait contre Platon, parce que pour Platon, la musique, la seule véritable utilité de la musique, la seule véritable bonne musique, au sens de celle qui a la valeur, c'est la musique qui vous apprend les vertus. Okay. Je dirais ça encore un peu plus loin. Donc, il ne faut pas, la musique ne peut pas être vue comme quelque chose d'utile, comme la gymnastique, elle, est utile pour la santé et la vigueur corporelle. Il reste donc son bénéfice, son utilité, mais ici Aristote utilise le mot utilité dans un sens très général, comme la manière de passer noblement le temps dans le loisir, raison manifeste pour laquelle on l'a introduite. Donc c'est qu'on la tient pour le noble passe-temps des hommes libres. C'est justement pourquoi Homère dit dans son poème « Mais qu'on l'invite au plus beau des festins et présente d'autres hôtes qui inviteront la Haide qui les charmera tous », etc. Et Ulysse, dit que la plus noble façon de passer le temps, c'est lorsque les hommes sont dans la joie et que, festoyant au palais, ils écoutent la Haide. Alors c'est assez étonnant de comparer, de voir ce que Homère dit exactement. Alors oui, excusez-moi, ici j'ai la citation, j'ai la traduction du texte que vous avez en grec, là, en anglais, simplement parce que j'étais un peu trop paresseux pour la réécrire en français, et qu'il suffisait simplement de faire un cut and paste à partir de l'anglais. Donc vous avez Homère qui dit à peu près ce qu'Aristote a répété, ok. Mais alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir que Platon, lui, cite le même passage de Homère, qui est un passage très connu, qui était visiblement très connu pour les lecteurs à la fois de Platon et d'Aristote. Et lorsqu'il cite le même passage, Platon en fait critique Homère et il dit, regarde cet Ulysse qu'on considère comme l'homme le plus intelligent, le Sophotatos. Qu'est-ce qu'il pense, lui, l'homme le plus sophotatos, c'est-à-dire, au fond, sophotatos, ça signifie aussi quand même dans le langage des philosophes, non seulement celui qui est le plus intelligent, mais celui qui a compris les choses, clairement, celui qui, au fond, est un philosophe. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet Ulysse, qui est soi-disant un grand philosophe? Il nous dit que la plus belle des choses, Calliston, la plus belle des vies, la meilleure des vies, c'est celle où on est à table et où on passe son temps à manger. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut évidemment condamner Homère, bon ça c'est dans la République, parce que Homère nous apprend, nous montre précisément des anti-vertus, si je puis dire, puisqu'il est question ici, au fond, de l'intempérance, comme si Homère prônait, ou comme si Ulysse, qui était le philosophe homérique, si je puis dire, prônait l'intempérance dans les banquets comme étant la chose, comme étant le mode de vie le plus beau. Okay. Mais donc, vous voyez, la manière dont Aristote lit le texte est totalement différente par rapport à Platon. C'est-à-dire que Platon l'utilise pour critiquer Homère, qui, lui, n'aurait que des mauvaises leçons de vie à donner. Et il n'utilise pas du tout ce que Homère dit ici de la musique, parce que ça ne va pas du tout dans son sens. Dans la mesure où, pour Platon, la musique ne sert qu'à enseigner la vertu, dans ce cas-ci, il est évident que Homère ne considère pas du tout la musique comme pouvant nous enseigner la vertu. La musique est simplement ce dont on jouit lors des banquets, tout en mangeant. D'ailleurs, si vous lisez le texte de Homère, c'est assez... Donc, je pense qu'Aristote a bien vu ici ce dont il est question chez Homère, c'est que, bon, ça c'est peut-être un peu un détail philologique, mais on voit bien que dans le texte, dans la phrase principale, le verbe principal, c'est bien « aquadzontai aoidou », c'est-à-dire « écouter la Haide », Emenoi exeises, etc., tandis qu'on est assis. Autrement dit, on est assis et tandis que quelqu'un verse le vin et apporte à manger. Autrement dit, ce qui semble être la chose principale pour Homère ou pour Ulysse, qui est en quelque sorte porte-parole philosophique de Homère dans ce passage, la vie la meilleure, la vie Calliston, c'est celle où on écoute la Haide, où on jouit de la musique tout en mangeant. Alors que Platon semble, lui, oublier qu'il y a la musique, parce qu'en effet, pour lui, la musique ne peut servir ou ne doit servir qu'à apprendre les vertus. Ok, donc c'est la première chose. Donc en fait, oui, ça je ne vous ai pas dit, mais en réalité, lorsque donc le passage que je vous ai cité dans mon exemplier numéro 2b, c'est bien le début de l'exposé d'Aristote sur la question de la musique. Donc au moment où il commence à parler de la musique, ce qu'il nous dit, c'est la musique, ça doit servir à quoi? Ça doit servir à rien. Ça doit servir simplement à pouvoir jouir noblement de notre temps. Donc, on peut le supposer, on doit pouvoir simplement jouir de la musique en tant que telle. Bon. Un peu plus loin, Aristote revient en arrière, si je puis dire, et se pose la question de savoir
ce que sont l'ensemble, ce qu'est l'ensemble des bénéfices de la musique. Parce qu'évidemment, il n'est pas sans ignorer, c'est évident parce qu'il critique Platon constamment, au moins entre les lignes sur cette question, il n'est pas sans ignorer évidemment que la musique doit aussi pouvoir servir à nous enseigner les vertus. Et il accepte en fait, il accepte cela, mais pour lui ce n'est pas le bénéfice principal de la musique, ce n'est pas l'importance véritable de la musique. Lisons ce texte-là, c'est le passage 3a. Au sujet de la musique, il n'est pas facile de déterminer quel est son pouvoir, ni en vue de quoi il faut s'y adonner. Est-ce en vue de l'amusement ou de la détente? Ou faut-il plutôt penser que la musique oriente en quelque sorte vers la vertu, dans la mesure où, tout comme la gymnastique procure une certaine qualité au corps, la musique a elle aussi le pouvoir de rendre le caractère d'une certaine qualité en l'habituant à pouvoir éprouver du plaisir de manière correcte? Point d'interrogation. Ou bien contribue-t-elle en quelque façon à la vie de loisir, c'est-à-dire à la vie de réflexion? C'est une troisième raison qu'il faut poser en plus des précédentes. Alors, ce qui est intéressant en réalité, c'est que Aristote, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails du restant du traité d'Aristote sur la musique, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, en effet, Aristote à la fois est contre et pour Platon, c'est-à-dire qu'il accepte de la part de Platon, qui lui-même le tient peut-être d'un certain Damon, mais personne ne sait exactement qui était Damon, si ce Damon a finalement vraiment existé, etc. Toutes les sources sont assez conflictuelles par rapport à ce monsieur. Toujours est-il que Platon a une vision extrêmement moraliste de la musique. Dans les lois, par exemple, non seulement tous les jeunes doivent apprendre à jouer de la musique afin que par cette musique, il rentre dans une certaine émotion vertueuse, si je puis dire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça signifie ce machin? Mais simplement parce que pour Platon, la seule musique qu'il faut apprendre à jouer soi-même, et qu'il faut écouter tant qu'on est jeune en tout cas, c'est une musique qui est censée représenter les bonnes émotions, c'est-à-dire notamment le courage. On est censé écouter une musique qui vous rend courageux. Alors ça nous semble complètement absurde à nous aujourd'hui, mais ce n'est pas si absurde que ça quand on pense que sur les terrains de bataille, par exemple, la bataille était toujours accompagnée par de la musique. Okay. Et donc, comme si ça rappelait aux jeunes que parce qu'alors on peut évidemment se douter que cette musique est déjà celle qui est jouée, la même musique est jouée aux jeunes lorsqu'ils s'entraînent aux armes, etc. Okay. Donc c'est comme si la musique qui est soi-disant représentative du courage nous permettait, dans la mesure où il s'agit de quelque chose qui est plaisant évidemment, nous permettait de rentrer émotionnellement dans quelque chose comme l'exercice du courage. Okay. Aristote, au fond, il admet cela aussi d'une certaine manière. Il dira, par exemple, dans son traité sur le plaisir, que comme nous éprouvons un certain plaisir, un plaisir naturel à écouter de la musique, et que d'autre part, cette musique est représentative ou est imitative, disons, du courage, et bien par là même, nous aurons plaisir à exercer la vertu de courage. Okay. Alors, en effet, donc, Aristote accepte aussi cela, mais précisément, sa grande différence d'avec Platon, c'est que cette musique ne suffit pas. Cette musique, en tout cas, est bien un moyen, évidemment. Et c'est bien sûr ce que les modernes peuvent reprocher à Platon, c'est que Platon ne fait pas du tout de l'esthétique de la musique, ou en tout cas, il ne considère pas la musique comme quelque chose d'esthétique, il n'y a aucune attitude esthétique par rapport à la musique. Pour Platon, la musique est un simple moyen en vue d'acquérir certaines vertus. Et plus grave ou plus fort encore, dans les lois, donc est le dernier ouvrage de Platon, dans les lois, il va même proposer que les gens, que les adultes, et même les gens âgés, continuent à jouer eux-mêmes de la musique et fassent partie de chœurs, c'est-à-dire qu'ils doivent danser et chanter afin précisément de continuer à s'inculquer eux-mêmes, si vous voulez, ces mêmes vertus. Comme évidemment personne n'est entièrement parfait, personne n'est parfaitement courageux, parfaitement modéré, etc., il faut continuer toute sa vie durant à écouter, à pratiquer ce type de musique afin justement de se mettre dans une sorte d'ambiance vertueuse, si vous voulez. Okay. Donc pour Aristote, évidemment, tout ça, c'est considérer la musique comme un simple moyen éthique, comme une sorte de gymnastique, mais ça n'a pas de valeur en soi, cela. Passons au numéro 4, je reviendrai à mon numéro 3, 3b dans 2 minutes. Le numéro 4, être un critère, excusez-moi ceux qui ne lisent pas le grec, ça veut simplement dire être un juge, okay, être un bon juge. Parce que Platon, dans les lois,
estime que non seulement quand on est adulte et quand on devient plus âgé, on doit continuer à faire partie de ces chœurs, donc à chanter et à danser, mais en plus, on doit pouvoir devenir un bon juge de la musique ou du type de musique qu'on doit pouvoir choisir pour les jeunes. J'imagine que Platon est un traditionnaliste. Je ne dirais pas qu'il est réactionnaire, mais il est en tout cas extrêmement traditionnaliste. Il veut évidemment qu'on ne change rien du tout au type de musique qu'on va enseigner, mais j'imagine qu'il doit quand même faire face à certaines innovations musicales, notamment à son époque. On invente de nouveaux instruments de musique, ou en tout cas on perfectionne certains instruments de musique. Et donc j'imagine que c'est la réponse qu'il donne à ce genre de phénomène-là, et il dit, mais il faut qu'une fois qu'on est devenu adulte, on devienne aussi juge précisément de certains nouveaux types de musique ou de nouveaux instruments qu'on commence à utiliser, afin de voir si on peut utiliser en effet ces instruments, utiliser de nouveaux types de musique ou une musique plus perfectionnée pour ces jeunes, voir autrement dit si ce type de musique correspond à la musique courageuse, modérée, etc., qui est le seul type de musique qu'on peut jouer, en tout cas dans une cité de type platonicien. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que ce que dit Platon dans les Lois, où il utilise donc le mot critès à plusieurs reprises, juge de la musique, ce que les juges de la musique doivent pouvoir faire, c'est reconnaître les objets qui sont représentés, donc savoir ce qu'il en est du courage, évidemment, première chose, afin de pouvoir repérer si tel ou tel type de musique est une musique imitative du courage. Okay. Il faut voir comment... ce juge doit pouvoir reconnaître comment ce type de musique, en effet, est bel et bien imitatif, imite réellement bien telle ou telle vertu. Et alors, troisièmement, il doit pouvoir reconnaître la valeur morale de ce type de musique. OK. Lisons maintenant ce qu'Aristote dit, qui est quasiment une sorte de réplique de ce texte des Lois. Aristote écrit ceci. Les enfants, je suis au numéro 4b. Les enfants doivent-ils ou non apprendre la musique en chantant et en jouant eux-mêmes? Il est bien évident que pour acquérir, et donc la réponse est oui, bien sûr. Il est bien évident que pour acquérir telle ou telle disposition, la participation personnelle à l'exécution a une grande importance. Il est en effet impossible ou difficile de devenir bon juge d'activités auxquelles on n'a pas pris part. Autrement dit, pour pouvoir jouir correctement de la musique, en effet, il faut soi-même apprendre à jouer de la musique. Et en effet, dans la cité parfaite d'Aristote, tous les jeunes citoyens doivent, ils n'ont pas le choix, ils doivent apprendre à jouer d'un instrument de musique, ou en tout cas de la lire. Pour porter un jugement sur un art, il faut en avoir une pratique effective. Voilà pourquoi on doit pratiquer cet art quand on est jeune. Puis, il faut en abandonner la pratique lorsqu'on est plus âgé. Tout à fait contre Platon, il faut arrêter de jouer. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut pouvoir alors juger des belles œuvres et en jouir de manière correcte grâce à l'apprentissage reçu dans sa jeunesse. Autrement dit, ce que Aristote dit ici, c'est pas seulement « non, il faut arrêter de jouer une fois qu'on est devenu adulte », c'est que il faut arrêter de jouer, mais il faut continuer à pouvoir être juge, c'est-à-dire à pouvoir apprécier la musique en tant que telle ici. Il ne faut plus, et Aristote ne dit jamais, n'utilise jamais le mot juge, en tout cas dans ce contexte musical-ci, au sens où Platon l'utilise, c'est-à-dire il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel type de musique nous incline au courage ou à la modération. Au contraire, il faut être capable de juger, au fond, de quoi? De la qualité de la musique pour elle-même. OK. Question plus pointue maintenant, mais ce type de musique, d'autant qu'on revient simplement en arrière une minute. Donc on voit que dans mon passage numéro 3, il semble qu'Aristote dise qu'il y a plusieurs types de musique. Okay, il y a la musique pour la relaxation, j'en ai pas parlé, peu importe, mais il y a surtout la musique qui nous mène à la vertu, okay, et donc qui est celle qui doit être enseignée aux jeunes. Et puis vous avez aussi apparemment un autre type de musique, qui est la musique dont on jouit pendant le temps de loisir. Okay. Alors, peu d'interprètes, en fait, se sont posé la question de savoir, mais quel est le type musical qui correspond exactement à ces deux types de musique, ou en tout cas à ces deux types d'utilité ou de bénéfices de la musique. Je vous propose pour ça de lire, enfin c'est le seul passage qu'il y a sur la question, donc ce n'est pas une proposition, c'est la seule suggestion possible, c'est mon passage en 5,
où Aristote écrit ceci. « Puisque nous admettons la classification des chants ou des mélodies telles que la font certains philosophes », oui, certains philosophes, ici ce n'est pas tout à fait correct, ce sont des gens qui travaillent de manière philosophique sur la musique. En fait, Aristote a probablement vu des gens comme Aristoxène, bon, peut-être pas Aristoxène directement qui est son disciple, mais sans doute des gens qui travaillent comme Aristoxène travaillera par la suite, qui posent, donc qui établissent, qui font la distinction suivante entre les chants éthiques, les chants dynamiques et les chants exaltants, ou les harmonies éthiques, dynamiques et exaltantes. Et nous nous disons que ce n'est pas en vue d'une seule utilité qu'il faut recourir à la musique, mais en vue de plusieurs. Donc, autrement dit, Aristote admet, exactement comme il le fait dans mon texte numéro 3, qu'il y a plusieurs bénéfices, qu'il y a plusieurs utilités de la musique, qu'il y a plusieurs types musicaux. Car c'est en vue de l'éducation, donc de l'éducation morale et de la catharsis, ici il a introduit un autre terme, peu importe, et en troisième lieu, en vue de la détente et du délassement après l'effort. Sauf que dans les textes des manuscrits, alors ici j'ajoute juste un petit détail pour les philologues, dans les manuscrits en fait on a un sérieux problème parce qu'on a, et en troisième lieu, en vue du loisir, en vue de la détente et du délassement après l'effort. Autrement dit, Aristote ici semble parler, si on prend les manuscrits au sérieux, semble parler de 4 types de chants ou de mélodies qui devraient correspondre, suppose-t-on, aux 3 types dont il a parlé précédemment dans mon texte numéro 3, okay, avec cette histoire de la catharsis qui intervient ici en plus. Et alors, donc, la question, c'est de savoir comment harmoniser ces 2 textes. Moi, j'ai une solution très simple, c'est que, en fait, si vous lisez le grec, il est parfaitement évident que l'expression prosdiagogène ne fait pas sens ici dans la grammaire de la phrase. Okay, vous pouvez aller voir tous les manuscrits portent à peu près le même texte ici. Il est impossible de faire sens par rapport à ça. Et alors, une raison plus conceptuelle, c'est que si vous lisez bien la fin de mon texte numéro 3a, qu'est-ce qu'Aristote écrit exactement quand il parle de la musique pour la vie de loisir, il nous dit « c'est là une 3e raison qu'il faut poser en plus des précédentes. Okay, en grec, vous avez bien « toutotriton tétéon », ton et remenon. Ça signifie autrement dit que Aristote considère que lui est l'inventeur de cette nouvelle classification. Okay, il y a aussi, en plus de la musique pour l'éducation des jeunes, dont parle Platon, en plus de la musique pour la catharsis, dont parlent d'autres gens, en plus de la musique pour la relaxation, il y a aussi un type de musique que moi, Aristote, j'appelle la musique prosdiagogène, en vue de la vie noble. Et en effet, cette expression n'apparaît nulle part avant Aristote. Mais alors, comment, autrement dit, alors, dans la mesure où il se réfère, dans mon passage numéro 5, à d'autres gens qui travaillent sur la musique et qui, eux, font une classification sur les types de mélodies, okay, il n'y a aucune raison de penser que ces gens parle déjà d'un type en vue d'une musique prosdiagogène. Sinon, Aristote se contredirait, il ne serait pas l'inventeur de ce nouveau type de musique. Okay, alors vous allez me dire, oui, mais ça nous mène à quoi tout ça? Eh bien, je pense que ça nous mène à ceci. C'est que pour Aristote, en effet, il n'y a pas un type de mélodie, un type de chant qui corresponde à ce type, entre guillemets, de musique qui est la musique pour le noble loisir. Et en effet, Aristote, si vous lisez l'ensemble de ce texte, Aristote dit bien très clairement que les jeunes doivent apprendre à jouer d'un instrument de musique, seulement la lyre, et ils doivent uniquement donc apprendre ces fameux chants ou ces fameuses harmonies qui constituent la musique pour l'éducation morale. Ce n'est que de cette musique-là qu'Aristote parle, dans l'enseignement musical qu'il faut donner aux jeunes. Et donc, lorsqu'il dit que nous devons apprendre ce type de musique-là pour pouvoir en jouir plus tard dans notre vie de noble loisir, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut sans doute dire, rien d'autre que ceci, que plus tard, lorsque je serai adulte, et que je suis moi-même un homme vertueux, grâce notamment au fait d'avoir appris la musique, les chants de type moraux, je peux maintenant jouir de ce type de musique, mais de manière esthétique. Je suis maintenant devenu totalement vertueux, en tout cas dans la cité parfaite d'Aristote. Donc je n'ai plus besoin de jouer moi-même de cette musique, puisque je suis maintenant entièrement courageux, entièrement modéré, etc. Okay, c'est évidemment une naïveté de la part d'Aristote, mais peu importe, au moins si vous acceptez ça, for the sake of the argument. Okay, donc je suis devenu maintenant parfaitement courageux, donc je n'ai plus besoin de continuer à jouer moi-même ce type de musique qui m'enseignerait le courage, okay, mais par contre je peux devenir juge de cette musique, c'est-à-dire je peux en jouir de manière esthétique.
Okay, je peux jouir effectivement de la beauté de cette musique. En plus, Aristote, bon, je n'ai pas cité tous les textes ici, mais Aristote très certainement joue sur le double sens du mot kalos. Hein, quand il utilise l'expression, ça se trouve dans mon 4b, là, quand il utilise l'expression de takalakrinen kai chairein, donc jouir de choses belles, c'est-à-dire d'une belle musique, enfin juger et jouir d'une belle musique, il veut dire aussi par là même jouir de cette musique qui sert pour les enfants à leur apprendre les vertus. Okay, alors vous allez me dire, mais ça semble quand même une drôle d'affaire. Ben non. Écoutez la musique de Jean-Sébastien Bach ou de Arvo Pärt, par exemple. C'est évidemment de la musique religieuse qui a été, même Arvo Pärt a conçu sa musique comme étant d'une certaine manière ce qui doit nous apprendre, disons, une certaine attitude religieuse, okay, mais vous pouvez parfaitement, évidemment, écouter cette musique aussi en n'étant pas du tout religieux ou simplement en jouissant de la musique elle-même, que vous soyez chrétien ou croyant ou pas. D'accord ? Donc vous pouvez tout à fait avoir une attitude esthétique par rapport à une musique qui a peut-être été composée, au fond, comme une sorte de moyen, okay, en vue de la foi. En tout cas, pour Jean-Sébastien Bach, ça me semble assez évident que, bien sûr, sa musique devait refléter le divin, etc. Okay, donc, en effet, pour Jean-Sébastien Bach, il y a d'abord l'idée, en tout cas si on le lit par rapport à Aristote, la musique a d'abord une certaine forme de moyen, okay, en vue d'exercer ou d'apprendre la foi. Okay. Mais bien entendu, on peut avoir aussi une attitude esthétique par rapport à sa musique. Alors vous allez me dire, mais quoi cette attitude esthétique? Est-ce qu'Aristote en dit davantage? D'autant qu'il pourrait y avoir un problème ici, c'est qu'Aristote, ailleurs, quand il parle de la vie de loisir, il insiste très fort sur le fait que c'est la philosophie, l'activité la plus haute de la vie humaine. Donc on pourrait se dire, bon ok, Aristote a peut-être vaguement entrevu quelque chose comme une attitude esthétique envers la musique, okay, même s'il a une vue très restrictive sur la musique. Pour lui, la seule musique en fait dont on peut vraiment jouir, c'est de la musique sans doute très traditionnelle même à son époque, une sorte de musique pas du tout dissonante, etc. Bon, et qui est censée représenter le courage, la modération, etc. Donc vous allez me dire, mais comment ça peut aller de pair avec cette idée effectivement que la philosophie est l'activité phare, si je puis dire, pour tout homme, idéalement pour tout homme, et puis ce goût pour la musique, cette esthétique de la musique qui est somme toute quelque chose d'extrêmement perceptif. On pourrait dire, mais oui, qu'est-ce que ça signifie avoir une attitude esthétique par rapport à la musique ou surtout par rapport à la musique, si ce n'est quelque chose de purement émotionnel. Mais Aristote, en fait, dit ceci. Il écrit, j'ai encore 2 petits passages, et puis après j'ai fini. Oui, c'est ça, je reviens encore à mon passage numéro 3a. Donc quand il pose la question, c'est évidemment une question rhétorique parce qu'il ne pose pas la question. Donc, au moment où il dit que donc, il faut instituer un 3e type de musique ou une 3e utilité pour la musique qui est la musique en vue du loisir, pros diagogène, il ajoute ceci, kai pros phronesin. Autrement dit, cette musique pour le noble loisir est aussi une musique pour l'exercice de la phronésis. Alors le mot phronésis ici a souvent été interprété comme étant l'intelligence pratique, c'est-à-dire au fond ce que nous appelons, ce que les latins appelleront la prudence, qui est la vertu éthique suprême. Okay, mais Aristote ici se contredirait totalement, puisqu'il vient de dire justement que ce type de musique avait en vue le noble loisir, et pas du tout justement l'activité éthique ou l'activité politique. Autrement dit, le mot phronésis ici, pour ceux qui connaissent le grec, ça signifie phronésis en grec, c'est-à-dire en grec non aristotélicien habituel, c'est-à-dire tout simplement l'intelligence. Okay, et donc c'est la raison pour laquelle il faut traduire absolument ceci en disant que donc, c'est la musique qui contribue à la vie de loisir, c'est-à-dire à la vie de réflexion. Alors vous allez me dire, oui, mais de réflexion sur quoi, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Il y a un petit passage, non, j'ai encore 2 petits passages que je vais lire, il y a un petit passage étonnant qui est dans mon numéro 2b, à la fin du 2b, où Aristote parle du dessin. Alors, il admet que le dessin, il faut l'apprendre, contrairement à la musique, en vue de quelque chose, c'est un moyen en vue de quelque chose, mais ce qu'il en dit est très proche de tout ce que je viens de dire par rapport à la musique. Il écrit ceci, le dessin,
on l'apprend, donc on apprend soi-même à dessiner, hein, on l'apprend non pas pour éviter toute erreur dans ses achats personnels. Donc Aristote ici, j'imagine qu'il pense, ben oui, à partir du moment où je sais bien dessiner, hein, je sais pouvoir repérer quels sont les bons et les mauvais dessins, okay, donc je ne vais pas me faire avoir au marché et acheter une poterie avec un affreux dessin dessus. Okay. Mais donc ça c'est purement utilitaire, mais aussi, ou plutôt, parce qu'il rend capable de bien voir la beauté des corps. Et le mot en grec qui correspond à bien voir, c'est théorétikon. Autrement dit, le dessin nous rend capable de contempler la beauté des corps. Bon, ici, on ne sait pas s'il s'agit de la beauté des corps réels ou la beauté de corps peints, mais peu importe, je dirais, grâce au dessin, grâce au fait d'avoir pratiqué moi-même le dessin, je peux mieux comprendre ce qu'il en est de la beauté, je peux mieux contempler la beauté elle-même, okay, ou la beauté des corps eux-mêmes. Pourquoi ne dirait-on pas la même chose par rapport à la musique, dans la mesure où Aristote utilise à plusieurs reprises cette expression de takala krinein kai chairein, donc pouvoir juger les belles mélodies et en prendre du plaisir. Hein. Peut-être que ce qu'Aristote veut dire justement dans cette dimension esthétique de la musique, hein, qui est une certaine activité de la réflexion, eh bien oui, quand je vais au concert, je peux aussi apprécier, contempler, entre guillemets, mais la contemplation pour Aristote c'est quelque chose de très intellectuel, je peux contempler la structure d'une musique qui est bien composée. Pour revenir à mon exemple de Bach ou d'Arvo Pärt, si effectivement je vais au concert, que je n'y connais pas grand-chose en musique, hein, je n'ai pas fait la musicologie ici, eh bien oui, je peux avoir un certain plaisir émotionnel à suivre la musique. Okay. Mais si effectivement je suis musicologue ou que je connais très bien l'œuvre de Bach ou d'Arvo Pärt, je peux effectivement jouir de la contemplation intellectuelle de cette œuvre en tant qu'elle est précisément composée d'une manière extrêmement belle. Okay. Donc je peux jouir de la contemplation de la beauté de cette musique. Ce qui est donc exactement une attitude esthétique, disons, assez intellectualiste, que je pense propose Aristote. Alors, dernier petit texte que je voulais citer, concernant, pour expliquer la magnifique affiche ici, mais en fait, où il y a une grosse erreur dans l'affiche. Ce n'est pas une erreur qu'ont fait nos amis, mais une erreur en fait d'Internet. C'est-à-dire que ce vase-là, il manque quelque chose, il manque un détail, et à cause de ce manque, l'histoire qui est racontée ici, puisqu'il y a toujours une histoire qui est racontée, n'a aucun sens. Mais en fait, qui est cette joueuse de flûte? Évidemment, pas n'importe quelle joueuse de flûte, mais Athéna. Hein, elle a déposé son bouclier et sa lance. Okay, elle se trouve en plus quelque part dans la campagne, donc ce n'est pas une flûtiste qui joue habituellement dans un banquet ou lors d'une procession. Okay, elle s'est assise là, apparemment quelqu'un lui a installé une sorte de petit trône ou de sympathique petit siège là au milieu de la campagne et elle joue. Mais précisément celui qui peut-être lui a installé son fauteuil, il se trouve à la place d'Aristote là, et donc on ne le voit pas simplement parce que sur la photo disponible sur Internet, on ne trouve que ce détail-là en réalité. Donc, enfin, on ne voit qu'Athéna. Mais donc, vous avez un beau garçon là, sur la droite, face à Athéna, qui lui tient un miroir. Donc, l'histoire, c'est bien en effet celle où Athéna prend l'holos, la double flûte, se voit dans le miroir défiguré. En plus, bon, d'ici, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais comme effectivement c'est le cas sur beaucoup de représentations, on voit bien qu'elle a la joue gonflée pour pouvoir souffler fort dans cette double flûte, et donc elle trouve qu'elle a un visage particulièrement laid, et que fait-elle? Bien sûr, tous les anciens, en voyant cette image, ont compris, hein, elle va jeter l'holos au loin et ne jamais plus jouer de l'holos. Aristote, en fait, cite cette scène, cette histoire, et c'est mon passage... c'est mon passage à la page 3, au numéro 3b. Il y a de la pertinence dans le mythe des anciens au sujet de l'holos. Oui, en réalité, excusez-moi, il faut quand même que j'ajoute une chose, sinon ce texte est incompréhensible. Aristote, il se pose la question de savoir quel est le type d'instrument que les jeunes doivent apprendre à jouer. Ce n'est évidemment pas l'holos, hein, c'est la lyre. Okay, et donc, il explique ici pourquoi. Donc, il y a de la pertinence dans le mythe des anciens au sujet de l'holos. Ils disent qu'Athéna, après avoir inventé l'holos, le rejeta. Hein. On n'a pas tort de dire que la déesse fit cela parce qu'elle fut fâchée d'avoir son visage enlaidi, en se voyant comme ici dans le miroir qui est tendu par son aide. Néanmoins, il est plus vraisemblable, parce qu'Aristote quand même ne croit pas trop à ces histoires, okay, néanmoins, il est plus vraisemblable que c'est parce que l'étude de l'holos n'enrichit en rien l'intelligence.
Or, c'est à Athéna que nous attribuons la science et l'art, l'épistémé et la techné. Autrement dit, en effet, il faut apprendre à jouer d'un instrument comme la lyre et non pas comme l'holos, afin de pouvoir enrichir notre intelligence et à devenir capable, une fois qu'on est devenu adulte, de juger de la beauté, effectivement, d'une musique qui est construite de telle ou telle manière. Ok, je vous remercie beaucoup pour votre attention.